Bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque nous allons aborder l'expérience que tu as faite, Julie, cet été, durant laquelle tu as fait une retraite Vipassana. Est-ce que déjà en quelques mots, tu peux nous dire de quoi il s'agit pour celles et ceux qui ne connaissent pas du tout le terme et puis l'expérience en question? Alors, une retraite Vipassana, c'est une retraite qui consiste à méditer. Voilà, c'est de la méditation. C'est une technique Vipassana qui a été mise au point, si on peut dire comme ça, même si c'était pas forcément le but premier, hein, mais c'était mis au point par le Bouddha, donc qui a médité pendant une dizaine d'années. Et qui, par ses différentes expériences de méditation, est arrivé à certaines conclusions et surtout à une purification de l'esprit qui l'a amené donc à trouver l'éveil au bout de 10 années, à l'âge de 35 ans. Et à partir de cet âge-là, il a décidé, d'après les écrits, d'après les transmissions, de diffuser en fait ce qu'il a appris par sa propre expérience, qui est passée par tout type d'extrêmes, je dirais, la plus grande austérité, à d'autres types d'expériences qui... d'ascèse notamment, qui l'ont amené à finalement suivre la voie du milieu. Et donc à partir de cet âge-là, il a diffusé son enseignement jusqu'à sa mort à 80 ans. Donc Vipassana, c'est une technique de purification de l'esprit qui est religieuse, qui n'est pas connotée bouddhiste, hein, ce n'est pas relié au bouddhisme, ni même à l'hindouisme, puisque le Bouddha était hindou. Et c'est une technique qui est à portée de tout le monde. Donc c'est le principe de Vipassana, c'est-à-dire que la libération de l'être peut se faire par tout un chacun, à partir du moment où l'on suit la technique qui nous est enseignée de façon précise et très très simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre prérequis que d'arriver à s'asseoir, à faire le calme dans son esprit et dans son corps, pas d'outils nécessaires, pas de connaissances nécessaires particulières, voilà, juste une observation attentive et consciente de ce qui se passe en nous. Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir réaliser cette expérience? Tu dis dans ton récit que ça fait 10 ans que tu as envie de vivre cela. Qu'est-ce qui a fait que bien là c'était le bon moment et qu'est-ce qui a germé en toi pour aller t'expérimenter dans cette retraite? Suite à ma retraite de l'été dernier, j'ai écrit un texte. C'était très important pour moi de pouvoir mettre sur le papier ce que j'avais ressenti, en dehors de l'enseignement en tant que tel, hein, de la technique. Évidemment, j'en parle un petit peu dans mon texte, mais je n'ai pas voulu trop m'attarder sur toute cette partie qui est très particulière d'enseignement. Je voulais vraiment transcrire ce que moi j'avais ressenti, ce qui s'était passé à la fois dans mon esprit, dans mon corps, et ce que j'en ai retiré. Et effectivement, dans ce texte, donc je parle de ce désir qui était le mien, de faire une retraite Vipassana depuis une dizaine d'années à peu près. C'est une amie qui m'en avait parlé avant que je devienne maman. Et à l'époque, ça m'avait beaucoup touchée parce que c'est une amie qui... disons, que j'aurais pas vraiment imaginé faire ce genre de retraite quand elle m'a raconté et décrit un petit peu le déroulement. Et j'ai été très touchée par ce qui est ressorti de ce qui émanait d'elle quand elle en parlait. Sachant que c'était pas une amie que je connaissais comme étant quelqu'un de particulièrement tourné vers une recherche consciente, disons de spiritualité ou d'éveil. Et puis j'ai découvert une partie d'elle-même à travers son récit. Et je pense que ça m'a profondément touchée et je me suis dit là il y a quelque chose à suivre. Donc c'est resté, la petite graine a été plantée par ce récit et puis ça a germé et puis ça a poussé en moi pendant toutes ces années où je me suis beaucoup consacrée à ma vie de famille. Et j'ai eu l'opportunité l'été dernier d'avoir tout un moment sans la présence de ma fille. Donc la possibilité, ou disons, j'avais enfin s'ouvrait à moi
cette possibilité de me couper du monde pendant 10 jours, puisque la retraite dure 10 jours. Donc pour moi, c'était vraiment ce que j'attendais. Pouvoir me couper du monde, de pouvoir affronter aussi les peurs que ça allait, ou disons de pouvoir vivre les peurs que ça suggérait, enfin que ça éveillait en moi, le fait de ne plus avoir de nouvelles de mes proches, de ma fille, de lâcher prise en fait sur tout ça, sur tout ça, tout l'extérieur, l'illusion de contrôle, etc. Tu avais d'autres appréhensions que celle-ci? Alors j'avais quelques appréhensions d'ordre physique, c'est-à-dire que je méditais pas moi particulièrement avant cette retraite. Donc physiquement, voilà, je me demandais si j'allais souffrir de rester en position assise pendant 10 heures par jour, voilà ce que ça pouvait provoquer comme courbature, comme inconfort, je dirais. Mais pour moi, le gros défi, je dirais, c'était vraiment le fait de ne plus avoir de nouvelles de ma fille, de ne pas savoir comment elle allait, de ne pas pouvoir lui en donner. Et justement, comment tu as vécu ces premières heures d'immersion avec les autres participants? Comment ça commence? Qu'est-ce que tu peux en dire? Alors moi, personnellement, je me sentais très en joie quand j'ai retrouvé le centre où avait lieu cette retraite. J'avais le sentiment d'avoir clos, on va dire, un chapitre, d'avoir dit au revoir à mes proches, comme si je partais en fait m'isoler en forêt pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Enfin, j'avais vraiment fait cette démarche intérieure et de vraiment entrer en retraite sereinement au niveau de mon esprit, quoi. Voilà, donc pour moi j'étais dans cette position plutôt de joie, de par cette expérience qui m'était offerte et que je pouvais enfin réaliser. Et quand je suis arrivée au centre Vipassana, enfin au centre où avait lieu la retraite, j'ai rencontré d'autres personnes qui étaient dans des démarches différentes selon les personnes. Mais curieusement, entre guillemets, les personnes avec qui j'ai eu l'occasion vraiment de développer des contacts ou des relations un peu plus poussées, c'était mes colocataires, on va dire, de chambre, puisqu'on dormait dans un internat, donc on était plusieurs par chambre, qui elles-mêmes étaient des mamans, qui avaient aussi fait, on va dire, leur travail pour se couper sereinement de leur existence quotidienne. Et avec qui on a eu tout de suite de très beaux échanges, très authentiques, donc très profonds. Et même si on n'a pas eu le temps beaucoup de discuter, puisque très rapidement on est amené à entrer dans le noble silence, 3-4 heures après notre arrivée en fait, et ce noble silence est maintenu pendant 9 jours. Donc ces quelques heures de rencontre sont assez magiques. On se rend compte que on rencontre des gens, on va passer 10 jours avec ces personnes-là, mais on va très peu connaître d'eux, en fait, on va pas du tout échanger ou quasiment pas, et pourtant, pour moi, pour ma part, j'avais la conscience que une certaine forme de lien allait se tisser avec ces personnes de façon complètement authentique pour moi, puisque je n'avais jamais vécu ce genre d'expérience. Est-ce que tu as envie de nous parler un petit peu de l'organisation du rythme de tes journées, d'une retraite de Vipassana? Oui, alors, je parlais tout à l'heure de 10 heures de méditation. Alors évidemment, c'est 10 heures de méditation qui sont entrecoupées de pauses, évidemment. Les journées commencent très tôt. Et ça, c'était... tu m'as posé la question tout à l'heure, est-ce que tu avais d'autres appréhensions? Ça, c'en était une pour moi, c'était le fait de se lever très tôt. Voilà, parce qu'on se lève à 4 heures du matin, et la méditation commence à 4h30. Ensuite, on enchaîne avec plusieurs heures de méditation qui sont ponctuées par le petit déjeuner, des moments de pause qui sont plus ou moins longs, qui peuvent durer entre 3/4 d'heure et 1h30, de nouveau de la méditation, le repas du midi, et ensuite de nouveau du repos, de la méditation. L'après-midi était pour moi beaucoup plus long parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de méditation, et puis un coucher quand même relativement tard, puisque extinction des feux à 22h. Alors moi qui suis quand même une grosse dormeuse, j'ai fait le calcul, 22h, 4h du matin, ça fait 6 heures par jour. Par nuit. Voilà, par nuit. Et je me disais que ça allait pour moi être compliqué. Alors il y a évidemment des moments de repos pendant lesquels on peut rejoindre nos chambres et s'allonger si on le veut, faire une sieste. Moi qui suis quelqu'un qui a
trouve le sommeil très rapidement, j'ai pu évidemment faire des siestes régulièrement. Mais je dois dire que ça a été aussi pour moi un défi de faire face à la somnolence pendant les heures de méditation, parce que elle était là et que elle guettait, et que c'était aussi une façon pour mon mental de venir me distraire de la pleine présence. De la pleine présence. Donc ça faisait partie du jeu, l'illusion de la fatigue, puisque finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que quand l'esprit est au repos, le mental est au repos, on a beaucoup, beaucoup moins besoin de se reposer, que le mental, en fait, consomme une énergie phénoménale, et que au bout du 2e ou 3e jour de méditation, tout simplement, j'arrivais même plus à dormir. Quand je me couchais à 21h30, 22h, je mettais entre 1h, 1h30, 2h à m'endormir. Et je me réveillais avant 4h du matin. Et tu étais en forme. Et j'étais relativement en forme, même si j'avais... c'est-à-dire que ma fatigue aussi se répartissait différemment. Oui. Voilà, je dormais sur des petites nuits, et puis j'avais des petites pauses comme ça, avec des siestes d'une demi-heure, 3/4 d'heure dans la journée, 1 ou 2 fois. Et ça me permettait de me reposer, mais ça a modifié du coup mon rythme en fait. Est-ce que ce physique. rythme te convenait mieux que le rythme classique Parce qu'on est les seuls mammifères au monde à faire qu'une nuit de sommeil. Toi, ce rythme te convenait mieux ou pas? Alors, ça m'a beaucoup interrogée, parce que moi-même, qui suis une bonne dormeuse en général, ça fait plusieurs années que je suis très très régulièrement réveillée vers 3-4 heures du matin, en me couchant, je dirais, vers 22h30, et je me suis beaucoup interrogée sur la pertinence de vouloir absolument rester au lit. Alors quand on vit avec plusieurs personnes, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, et puis surtout quand on a une vie quotidienne où le matin à 7h30 le réveil sonne et qu'il faut assurer, voilà. Mais en soi, c'est une discussion qu'on a eue d'ailleurs avec les participantes en fin de retraite, et j'ai appris effectivement que l'être humain avant, on va dire, sa sédentarisation, avant un rythme beaucoup plus lié disons à l'agriculture ou tout ça, avait les mêmes cycles de sommeil que les animaux. C'est-à-dire dormait par petites tranches de 3-4 heures, se réveillait et redormait. Alors je sais pas si c'est vérifiable, mais en tout cas ça m'a semblé très pertinent, parce que moi personnellement j'ai trouvé ça tout à fait vivable, dans le sens où effectivement après on a la possibilité de se reposer au moment où on est fatigué, ce qui n'est pas quasiment pas possible, ou disons ce qu'on ne se permet pas dans la société actuelle. Mais tant qu'on n'a pas la possibilité de faire cette expérimentation-là, c'est-à-dire de dire là je me repose parce que je suis fatiguée, c'est difficile en fait de savoir si ce rythme convient. Parce qu'on peut très rapidement avoir l'impression qu'on est très 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 fatigué. Mais si on a cette possibilité de se dire allez là, je fais une petite sieste de 10 minutes, 1/4 d'heure, 2-3 fois dans la journée, avec un cycle de sommeil de 4-5 heures la nuit, moi personnellement je me suis rendu compte que c'était complètement vivable. Voilà. Mais il y avait aussi ce repos de l'esprit, quoi. Effectivement. Tu as pu mesurer, là on parlait de quantité de sommeil, tu as pu mesurer une différence de qualité, de niveau de profondeur aussi? Oui, alors si on associe la profondeur du sommeil à une bonne qualité, je dirais que mon sommeil était médiocre. Mais je me suis aussi interrogée là-dessus. Je me suis dit, est-ce que ça aussi c'est pas une vue de l'esprit, disons, voilà, une croyance que plus on rêve, plus on est profondément dans le sommeil, et mieux on dort. Parce que finalement, je dormais très légèrement. J'avais l'impression d'être dans une espèce d'entre-deux, en fait, entre l'état de veille et l'état de sommeil. Consciente un petit de ton environnement. Voilà, une forme de conscience, alors qu'on pourrait appeler somnolence, mais je pense que le terme somnolence n'est pas adapté, parce que il laisse entendre qu'on se repose pas vraiment dans la somnolence, alors que là, je me reposais vraiment. Oui. Et c'était intéressant parce que dans les enseignements qui nous sont délivrés, il y a une partie quand même qui est dédiée à la vie de Bouddha, et où il est question justement du fait que Bouddha... Alors cette information nous a été donnée bien après que moi j'ai fait cette constatation sur mon sommeil.
Et ça ne m'étonnait pas, mais il est dit que Bouddha ne dormait plus. Après son éveil, il ne dormait plus. Ce qui apparaît logique, hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il il se reposait son corps en position couchée pour vraiment détendre en fait la chair, le corps, le système nerveux, etc. Mais que pendant cet état-là, il était en méditation, c'est-à-dire en observation de toutes les parties, de toutes les sensations de son corps. Ce qu'on nous enseigne pendant Vipassana, c'est-à-dire l'observation de chaque partie du corps dans une sorte de flux libre. Et donc Bouddha, visiblement, faisait ça aussi, enfin c'est ce qui est dit dans les enseignements. Moi, mon regard sur ce niveau de profondeur et de sommeil, bien, il est juste à partir d'un principe qui est la loi d'équilibre. Je me dis que si tu consommais moins d'énergie dans le faire et dans le brouhaha du mental, etc., de l'ego qui lutte avec, qui se raconte des histoires, qui se demande si qu'est-ce qu'il peut anticiper, qu'est-ce qu'il peut faire, en tout cas pour contrôler sa vie, si ça ne vient pas polluer ni ton corps ni ton esprit durant la journée, il est évident que comme t'as pas ce pic de vouloir faire, de vouloir anticiper, ben la nuit, t'as peut-être pas besoin de sombrer aussi profondément pour te régénérer. Hein? Oui, oui. Donc oui, je le vois on comme est ça. sur une espèce de courbe qui se lisse en fait. Ouais. Oui, parce que en plus de ne pas avoir, disons, de préoccupations à l'esprit, même si on est assailli de pensées, à partir du moment où on essaye de méditer, le mental vient tout de suite là combler le vide, parce qu'il n'aime pas le vide. Mais au-delà de ça, il faut aussi dire que Vipassana, on est complètement pris en charge. C'est-à-dire qu'on est nourri, logé, tout est complètement rythmé, donc on n'a aucune organisation à laquelle penser. Pas de préoccupation. Aucune préoccupation, à part le fait de s'occuper de son corps, c'est-à-dire se doucher, enfin faire sa toilette, son hygiène corporelle, et puis éventuellement laver un peu de linge. C'est les seules choses en fait qui restent à organiser, puisque durant la méditation, on rend tous les objets de distraction avant d'entrer en retraite. Donc pas de livres, pas de carnet de notes, pas de téléphone évidemment, pas de musique, enfin rien de tout cela. Donc on est complètement avec soi-même pendant ce temps. Donc évidemment ça libère d'une façon incroyable et inimaginable dans nos sociétés actuellement. La charge mentale. Parce que, à part, c'est ce que je dis souvent, à part éventuellement d'aller se réfugier dans une cabane au milieu des bois, et encore, il faut quand même penser à se faire à manger. Voilà, là on est dans des circonstances qui sont extrêmement propices à ce relâchement en fait du mental. Dans ton récit là, durant le premier jour, tu évoques il y a beaucoup de peurs qui font surface, notamment vis-à-vis de ta fille. Et moi j'aurais aimé savoir pourquoi, selon toi, ces peurs-là sont venues plus que d'autres. Ouais, alors dès les premiers jours, comme je te disais, le mental il vient tout de suite essayer de combler le vide. Et puisqu'il supporte pas ça. Tu parles de scénario catastrophe. Voilà, donc pour moi, ça a commencé, les pensées qui ont commencé par venir en masse, occuper mon esprit, et donc me distraire de la méditation, ça a été des pensées de drame, on va dire plutôt négatives entre guillemets. Donc j'imaginais, évidemment, pour avoir du drame, il faut aller chercher là où il pourrait se passer, donc là où c'est potentiellement le drame, c'est quand on commence à s'attaquer entre guillemets à nos proches, aux personnes qu'on aime le plus, à ce qu'on aime le plus, et donc voilà, c'est venu comme ça, notamment puisque ma fille était loin de moi, à l'étranger, entre d'autres mains, donc là je pouvais imaginer beaucoup de choses, qu'elle se perde, qu'elle soit enlevée, qu'elle soit toute seule dans une grande ville, avec personne vers qui se tourner, voilà, donc j'ai imaginé toutes ces choses-là. Sans la possibilité d'intervenir. Sans la possibilité d'intervenir, voilà. Ou d'être prévenu. Oui, et d'être prévenu, on a quand même un numéro d'urgence à Vipassana, mais les connexions dans mon cerveau se faisaient par rapport à est-ce que j'ai bien prévenu tout le monde, est-ce que tout le monde a le numéro, où me joindre, évidemment ce qui est complètement farfelu parce que tout le monde ça veut rien dire. Ça va être les personnes les plus proches, mais en soi... Ces pensées de drame, forcément étant très très désagréables, m'ont amené à les dissoudre pour pouvoir passer à autre chose. Au début, tu dis que tu n'y parviens pas, tu dis que tu vas aller dans un processus où tu vas aller contrecarrer
en utilisant l'autosatisfaction comme un moyen pour te rassurer, te réconforter, en te disant je suis une bonne mère, j'ai tout bien fait jusqu'à présent, etc. Voilà, exactement. C'est le contrebalancement, c'est le principe de l'équilibre. Donc, allez, on tombe dans un extrême. Oh, c'est terrible, je m'isole 10 jours, je suis vraiment une mauvaise mère, comment je peux faire ça? Et puis après, ah non, mais quand même, hein. Alors là, le mental, il balance, il balance. Alors il balance plein de choses à la surface, hein. Il dit mais non, regarde ce que t'as fait, quand même. Non, t'es vraiment, t'as fait ce que t'as pu, t'es une excellente mère. Et puis alors évidemment, une pensée en entraînant une autre. On passe, enfin pour moi, je suis passée de voilà ma position de mère, maternité, à d'autres choses que j'ai réussi dans ma vie, à l'excellente vie que j'ai eue. Enfin. Et comme ça, on tire en fait le fil de la pelote et on arrive toujours à débusquer, enfin les pensées en fait, hein, c'est une forme de se relativisation aussi, hein, voilà. mais qui est présente, j'ai l'impression, dans le quotidien du mental de 99% des êtres humains. Oui, c'est une forme de survie en fait, hein. C'est juste pour réussir à survivre, c'est-à-dire soit je pars en claquant la porte de Vipassana ou je m'effondre en larmes ou je tue quelqu'un, quoi. Donc c'est une protection. Voilà, De... voilà, soit mon mental il vient pour essayer de me rassurer et me tirer en fait de cette morosité, de ce catastrophisme, etc. Donc voilà, donc c'est par vague comme ça. C'est très 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 long. Et puis ce qui est assez frappant, c'est que on le voit, on voit ce qui se passe en soi puisqu'on est en méditation, donc on est quand même régulièrement rappelé à la présence. Donc on le voit, mais c'est comme si on ne pouvait pas l'arrêter. Et là, j'ai vraiment compris qu'il y avait une dissolution à faire. Il fallait transcender quelque chose, que c'était pas juste une question de je contrôle. Je contrôle. Ouais, je veux que ça s'arrête, je veux que ce flux de pensée s'arrête. Allez, maintenant, je me concentre sur le petit bout de peau, Anapana, donc c'est le premier type de méditation qu'on fait, où on se concentre sur le triangle, hein, qui se trouve juste entre le nez, à la base du nez et la lèvre. Et donc, effectivement, c'est une façon d'être rappelé à sa conscience quand on revient à ce petit morceau de peau, mais ça suffit pas, finalement. Donc il y a vraiment à laisser couler et puis observer. Observer. Et c'est ça qui nous est demandé à Vipassana, c'est l'observation sans jugement, l'observation équanime. Donc c'est normal, et ça, Goenka, donc qui est le maître enseignant qui aujourd'hui est décédé, mais qui a fait des enregistrements qui sont diffusés en fait dans les retraites Vipassana, l'explique bien en disant c'est normal, vous êtes là, vous méditez 10 heures, mais évidemment sur ces 10 heures-là, c'est pas qu'une question de méditation et de concentration, c'est tout ce que vous vivez en dehors, en fait. Entre guillemets, en dedans. Mais en dehors de la méditation propre, c'est cette espèce de lutte qui va se passer entre vous, en vous, de négociation, tous ces souvenirs qui remontent d'on ne sait pas où, parce que moi je me suis souvenu j'ai l'impression de toute une partie de ma vie, des souvenirs très désordonnés, qui rejaillissaient à ma mémoire, alors que j'avais l'impression de les avoir oubliés. Juste parce que tu crées de l'espace, quelque part? D'une certaine façon, ou parce que mon mental sentait qu'il fallait continuer à abreuver, en fait. Il fallait continuer à occuper l'espace, et que, effectivement, plus on fait de vide, plus il y a un phénomène d'appel d'air, quoi, donc où ça appelait en fait de nouvelles pensées, jusqu'à ce qu'à un moment, effectivement, ça se calme. Mais ce processus-là, il dure, moi personnellement, il a duré 2 à 3 jours. Pendant tout le temps d'Anapana, puisque Anapana dure 3 jours, vraiment, où, pour moi, je l'ai senti comme ça aussi a posteriori, comme étant une forme de préparation à Vipassana. Vraiment, là, pendant ces 3 jours, on va vivre des choses, on va les transcender, on va laisser couler comme comme une purification, une pré-purification de l'esprit qui va pouvoir amener ensuite la méditation Vipassana en tant que telle. Au terme du premier jour, on a parlé de l'esprit, tu nous parles un peu de tes sensations physiques, tu te sens épuisé, en tout cas courbaturé peut-être, et ton mental aussi te dit si demain c'est comme ça, j'arrête. Oui. Je rentre chez moi. Oui, parce que c'est vrai que j'étais quand même encore un peu inquiète pour ma fille, et puis je me disais mais
est-ce que ça a vraiment du sens? Alors c'est vrai que le premier matin, quand on se réveille à 4 heures au son du gong, qu'on est tiré d'un sommeil profond, et en plein été, quand tout le monde est à la plage, en vacances, et puis que là, Autour d'un cocktail. voilà, et qu'on se lève à 4 heures du matin pour aller méditer, et on se dit waouh, et là, ça c'est le premier jour, quoi, et ça va durer 10 jours comme ça. C'est vrai qu'on se pose des questions quand même, hein. Et à la fin de la première journée, moi j'avais des grosses céphalées en fait, parce que je suppose que je sentais dans mon cou, en fait, dans mes cervicales, que le fait d'être en position de méditant pendant 10 heures, forcément ça jouait ça impactait tout mon corps en fait. J'ai eu des céphalées, j'ai eu mal aux yeux, mal au dos évidemment, aux jambes n'en parlons pas, puisqu'elles sont quand même repliées, et heureusement qu'à la fin de cette journée, donc dans l'enseignement, dans le discours de Goenka, justement il aborde cet aspect-là en fait, en disant vous êtes sûrement courbaturé. Alors pour moi c'était amusant parce qu'il décrivait exactement mon état du moment, et il disait c'est complètement normal, imaginez-vous, vous demandez et à votre corps et à votre esprit, votre mental, de faire quelque chose dont ils n'ont absolument pas l'habitude de faire, et rester immobile. Et c'est le cas pour les deux. Donc et le corps et le mental se rebellent. Le corps par des douleurs physiques, et le mental par des pensées de je pars. Voilà, je veux partir. Oui. Les temps de pause, ça se passe comment? Tu as l'occasion d'être avec d'autres, même dans le silence, ou c'est chacun est isolé? Alors, les temps de pause, bon, le nomme le silence, c'est c'est à la fois du silence, mais c'est à la fois une absence d'interaction. Absence d'interaction sociale, visuelle. Donc, on ne se regarde pas, on évite absolument, on ne se sourit pas. On évite toutes ces formes de conventions sociales, même si on a très envie de le faire, hein, parce que on sent, même sans parler et sans être en interaction, on sent quand les gens ont besoin d'un regard, ont besoin d'un sourire. Mais il nous est demandé de ne justement pas rentrer dans le personnage, de lâcher les masques et d'être complètement soi dans son intériorité. Et là, tu dis quelque chose de très beau dans ton récit, en tout cas moi que j'ai relevé, j'ai écrit, c'est que il ne s'agit pas d'être indifférent ou indifférente aux autres, mais d'être libre. Voilà. C'est exactement ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire qu'au début, pour moi, c'était difficile parce que je suis une personne assez sociable. Et puis, je pense quand même assez empathique. Donc, j'ai cette tendance à voir quand les gens ne vont pas très bien et à apporter une petite touche qui peut remonter un petit peu l'énergie dans le moment. Et là, il m'était demandé de ne pas le faire. En tout cas, pas, disons, par un acte. Oui. C'est-à-dire juste par ma présence. Et ça nous était demandé à tous, hein, c'était par notre présence en fait, d'être là à se soutenir. C'est ça qui est assez exceptionnel dans cette retraite, c'est que malgré le silence, malgré l'absence d'interaction, eh bien, on sent qu'il y a une cohésion dans le groupe. Et en fait, c'est chacun à sa place vraiment, même si on n'interagit absolument pas. Donc, quand on faisait les pauses, pour revenir à ta question, on avait accès à un jardin où femmes et hommes sont séparés pendant toute la durée de la retraite. Hein. Les hommes avaient leur accès à l'extérieur d'un côté et les femmes d'un autre côté. Donc moi j'étais essentiellement avec des femmes tout le temps. Dans la salle de méditation, on était côte à côte, mais voilà, il n'y a pas d'échange de regards ou quoi que ce soit, ni dans le réfectoire. Donc dans ce jardin, c'était là où on faisait essentiellement nos pauses, donc on était en été, il y avait quand même la possibilité de sortir facilement, et donc moi j'ai beaucoup observé la nature, parce que c'était un jardin où il y avait des arbres fruitiers, c'était assez agréable. J'ai un peu marché, puisqu'on avait une petite promenade, la possibilité de s'étirer aussi beaucoup, parce que moi c'était très important de pouvoir continuer à accompagner mon corps, même s'il nous est demandé de ne pas faire d'exercice physique ou de choses qui peuvent distraire en fait les autres participants, c'est-à-dire rester le plus discret possible dans ce qu'on fait, c'est-à-dire marcher, s'aérer, regarder la nature, prendre le soleil, c'était le contenu de nos pauses, ou alors aller se reposer, dormir éventuellement.
Donc à partir du troisième jour, tu commences à rentrer dans ce processus profondément, véritablement. Et je crois même qu'il t'est demandé à partir du septième jour de faire preuve de ce qui est appelé la ferme détermination. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors à partir du 4e jour, on rentre dans la méditation vipassana en tant que telle, donc qui est différente d'Anapana, puisqu'un Anapana, on se concentre sur une partie du corps minime, hein, ce petit triangle entre le nez et la bouche. Vipassana, on va observer les sensations dans tout notre corps, en partant en général du haut du corps, du crâne, jusqu'en bas, et on fait des allées et venues, et on essaye d'englober toutes les parties du corps. Et donc jusqu'au 7e jour, on peut tout à fait bouger pendant la méditation, se rasseoir, changer de position si on se sent un petit peu inconfortable. À partir du 7e jour, 3 fois dans la journée, on va observer cette ferme détermination qui nous demande de rester totalement immobile pendant l'heure de méditation. Ce qui fait naître en fait toutes sortes de sensations, en plus des sensations qu'on a déjà observées, puisque jusqu'au 7e jour, les sensations qu'on observe vont être essentiellement des sensations de picotement, de chaleur, de froid, peut-être de démangeaison, et on va essayer d'aller de plus en plus dans le subtil de la sensation, c'est-à-dire de ne plus seulement repérer les sensations grossières, comme dit Goenka, mais d'aller dans les sensations très subtiles en fait, puisque le corps est animé perpétuellement de sensations, sauf qu'on n'a pas cette conscience, puisqu'on n'a pas l'attention requise pour sentir ces sensations. Et à partir du moment où on est dans la ferme détermination, on a notamment beaucoup de douleurs, effectivement, mais le fait de ne pas changer de position fait qu'on est dans l'obligation, entre guillemets, d'observer la douleur et d'être pleinement dans l'équanimité, puisque la douleur, comme toute sensation, est impermanente. Anicca, donc l'impermanence, et c'est ça qui nous est enseigné à Vipassana, c'est donc de reconnaître l'impermanence de toute sensation, et donc de ne pas focaliser notre attention sur de l'aversion, si c'est de la douleur, ou du désir si c'est une sensation agréable, parce qu'on peut aussi avoir des sensations agréables en méditant. Qu'on aimerait faire prolonger. Qu'on aimerait prolonger ou réitérer. Donc, Vipassana, c'est une technique où il nous est demandé de mettre de côté toutes les techniques de méditation ou de bien-être qu'on connaît, parce que l'idée n'est justement pas de générer l'envie, le désir de ressentir certaines choses, mais justement d'être dans une neutralité totale et de se détacher dans l'équanimité totale. L'enseignant, il parle de sankhara, de s'en libérer, de les limiter, voire de ne plus générer. Qu'est-ce que c'est, sankhara? Alors les sankharas, c'est ce qu'on pourrait appeler des programmations liées justement au désir et à l'aversion. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement habitué à réagir par l'aversion, donc la haine, le désamour pour certaines choses, ou au contraire au désir, que en fait c'est cette sorte de programmation interne qui fait que voilà, on est habitué à réagir, on a forgé en fait notre façon de réagir au monde par rapport à ça. Donc à partir du moment où on arrête en fait d'être dans cette position de réaction et juste d'observation, ce sankhara, en fait, cette sorte de programmation remonte à la surface, hein, puisque d'après l'enseignement, on génère tout au long de notre vie des sankharas et on les accumule en fait en nous, et donc ce qui fait qu'on renforce en fait la programmation. Depuis tout petit, on renforce parce que voilà, donc on devient de plus en plus prisonnier aussi de ça, puisqu'on renforce cette programmation. Donc quand je parle de liberté, la liberté justement, elle s'acquiert par la libération de ces sankharas, c'est-à-dire qui remontent à la surface, et l'idée ce qui est préconisé pendant Vipassana, c'est d'arrêter d'en générer de nouveaux, c'est-à-dire non seulement de faire remonter à la surface les anciens, mais aussi de ne pas en générer de nouveaux. Ça permet... on enlève les couches, c'est pas pour en remettre d'autres. Voilà, c'est ça. Et cette remontée de sankhara à la surface se traduit très souvent par des douleurs.
Oui. Voilà. Et c'est assez intéressant d'observer que quand on est dans une forte douleur, par exemple due à la position, qu'on est seulement dans l'observation, et qu'on observe qu'en fait cette douleur c'est comme un flux, c'est-à-dire que elle va, elle vient, elle est très intense, et puis hop, petit à petit, comme une vague en fait, hein, hop, elle se retire, et là on arrive à une situation où on ressent plus rien, et ben va revenir la douleur. À partir du moment où on est dans cette neutralité, il y a une douleur qui revient en plus, qui va être 10 fois supérieure, et c'est ce que Goenka désigne comme étant la remontée d'un sankara. Ça peut se traduire de cette façon-là. Voilà. Et ce qui C'est un processus qu'on pourrait qualifier un peu d'alchimique, quelque part. Ouais, c'est ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au bout de quelques jours à suivre cette ferme détermination, eh bien, on a beaucoup moins de difficultés en fait, et à supporter la douleur, enfin supporter d'une certaine manière, c'est-à-dire la douleur ne se présente plus de la même manière. Elle est toujours là, mais il y a une charge donc qui est amoindrie quoi par rapport à la douleur. De 30 à 40% selon les mesures qui ont été réalisées. D'accord. Ouais. A priori, donc les méditants, les personnes habituées à méditer, et pas forcément sur la technique Vipassana, ont témoigné d'une baisse de la sensibilité à la douleur de 30 à 40%. Donc c'est extrêmement significatif, quoi. Ouais. Voilà, ce qu'on appelle une baisse de la sensibilité, et en fait, c'est pas qu'on s'habitue à la douleur, c'est juste que on n'y met plus de charge en fait. On n'y met plus de charge ni affective ni émotionnelle, voilà, de détestation ou de colère ou voilà. Et c'est cette charge en fait qui libère l'esprit et qui libère le corps aussi. On ne vient pas rajouter du drame au drame, voilà. de la douleur à la douleur. Voilà, exactement. On arrive à la fin de cette interview et au moment où la retraite se termine, le silence se brise et tu dis donc qu'il n'y a pas vraiment de transition entre le moment où il y a ce noble silence et le moment où le brouhaha et les échanges entre les uns et les autres se remet en route. On sait qu'au sortir d'un jeûne, généralement on fait par étapes, on va commencer à remanger des choses plutôt liquides en toute petite quantité. Et là, visiblement, ça, c'est pas le cas. Comment toi tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? De quoi avais-tu besoin? Bah oui, moi ça m'a beaucoup surprise en fait, cette absence de transition. Je l'ai pas jugé parce que je me suis dit que si ça se faisait comme ça, c'est qu'il y avait probablement une raison. Et effectivement, il y a, à partir du moment où le noble silence est levé, la parole est reprise. Non seulement la parole est reprise, mais en plus, le mélange entre hommes et femmes, qui jusqu'à ce moment-là donc ne se faisait pas, donc est de nouveau toléré. Oui. Donc voilà, on est dans un brouhaha de voix, voilà, masculine, féminine, d'échanges, etc. Alors moi, en sortant de la salle de méditation, où là il est enfin, entre guillemets, autorisé de parler, et évidemment il y a eu une explosion de paroles, de joie pour certains, de « Ah ouf, c'est terminé », de soulagement, de rire et tout. Moi, ça a été pour moi impossible de dire un mot avant, j'ai laissé passer quelques minutes, tout simplement parce que j'avais pas du tout le besoin, en fait, d'exprimer quoi que ce soit. Pour moi, c'était tellement intime, en fait, ce qui s'était passé, tellement profondément en moi que j'avais rien à dire, quoi. Et effectivement, j'ai ma colocataire de chambrée qui est venue et qui m'a pris dans ses bras sans un mot. Et c'était exactement ce dont j'avais besoin. Voilà, c'est ce câlin en fait sans mots au milieu de toute cette agitation, avant de pouvoir enfin ouvrir ma voix. Alors, il y a quand même à 2 ou 3 reprises où on a été invité à parler pendant Vipassana au maître enseignant pour lui dire comment on vivait et si on arrivait
à appliquer en fait la technique, ça restait quelques paroles, c'est resté peut-être, je sais pas moi, une vingtaine de mots en 10 jours, quoi. Donc, cette voix, il y avait tellement de bruit aussi que je l'entendais pas, ma voix. Donc, je l'ai redécouverte petit à petit, je sentais qu'il fallait que j'y aille doucement. Vraiment, qu'il fallait pas que je parte dans un flot de paroles tout de suite parce que j'allais probablement être un petit peu bloquée ou coincée ou sentir que j'allais fatiguer ma voix. Qu'il fallait qu'elle s'échauffe. Qu'il fallait qu'elle s'échauffe un peu, ouais, exactement. Et la transition est très très courte, donc c'est quelques minutes où, voilà, on est partagé entre « Ah, c'est fini, super » et « Ah, c'est fini, c'était quand même bien, quoi. Quand est-ce que je vais retrouver ça, quoi ?» Donc voilà, c'est un état un petit peu entre deux où on s'interroge et puis ensuite la joie de pouvoir partager, de savoir qu'on va retrouver nos proches, voilà, vient tout de suite combler, je dirais, ou disons remettre un petit peu d'ordre dans la peut-être là. C'était pas une confusion, moi je me sentais pas confuse, mais c'est entre deux en fait, c'est nous sortir un peu de l'entre-deux. Et Vipassana, je suppose, après ces 10 jours, il est préconisé de poursuivre, peut-être de manière moins intense, cet enseignement, en tout cas cette pratique méditative. Est-ce que toi, aujourd'hui, quel est ton après Vipassana ? Alors, si je devais juger, je dirais que je ne suis pas une très bonne élève. C'est-à-dire que j'ai continué à méditer pendant plusieurs semaines après Vipassana. C'était vraiment une évidence pour moi. C'est-à-dire que ce qui est très curieux, c'est que après Vipassana, j'ai continué à dormir assez peu. Et moi qui suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de me reposer l'après-midi, je fais des siestes en général, eh bien pendant à peu près 2 mois et demi après Vipassana, je n'avais plus du tout besoin de sieste. Ça, je l'ai observé et ça a été pour moi assez spectaculaire parce que je pense que c'était une des premières fois de ma vie que ça arrivait. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin de faire de sieste, je n'éprouvais pas du tout de fatigue dans la journée. Quand j'étais en état de veille, j'étais en état de veille. Et j'avais pas de problème avec ça. Et j'avais des nuits plutôt très reposantes. Et donc j'ai continué à méditer pendant un moment. Donc il est préconisé de méditer 1 heure le soir avant le coucher et 1 heure le matin au réveil. Bon, je pense que mes croyances aussi ont fait que je me suis dit ça va pas être possible. Parce que tout simplement, voilà, avec la vie quotidienne, l'emploi du temps que j'ai, ça aurait pu être possible. Voilà, si j'avais pris la décision, je le sais, ça aurait pu être possible. Mais voilà, je pense que il y a aussi peut-être une forme de paresse qui revient. Voilà, je pense qu'il faut être franc. C'est pas évident de se dire qu'on va faire de la méditation 2 heures par jour quand on a cette habitude de combler son temps avec beaucoup de choses. Et je sais que pour moi, Vipassana, une retraite Vipassana, c'est vraiment une marche dans dans l'existence. Et que, alors, il est préconisé aussi de faire une retraite par an, une retraite de 10 jours. Et j'ai rencontré pendant cette retraite des personnes qui en étaient à leur 4e, 5e retraite et qui toujours, au bout de 4-5 retraites, n'arrivaient pas à maintenir le rythme de méditation le matin et le soir, quotidien. Il nous est demandé, par Goenka, de ne pas juger. Et lui-même le dit, voilà, vous êtes invité à cela parce que si vous faites cette pratique, cette technique quotidiennement, votre ascension dans la conscience, en fait, va se faire beaucoup plus rapidement. Si vous commencez à juger le fait que vous ne le faites pas, en fait... on est contre, en fait, on va à l'encontre, en fait, de l'enseignement. C'est contre-productif. Voilà, c'est contre-productif. Donc, l'idée n'est pas justement de condamner le fait qu'on ne le fasse pas, mais d'être dans la conscience que on peut continuer progressivement sur ce chemin-là, sur cette voie, la voie du Dhamma. Donc, en faisant d'autres retraites, en servant aussi, parce que le service est vraiment préconisé, c'est-à-dire qu'on est invité à servir pendant d'autres retraites de 10 jours, donc en tant que servant, c'est-à-dire à la cuisine, ou à l'entretien des sanitaires, ou d'autres activités, mais on peut aussi servir d'autres manières
ou alors dans le centre principal d'Amahaï, où il est possible de servir en faisant de la comptabilité, du graphisme, du jardinage, enfin il y a toute forme de possibilités de servir en fait. D'ailleurs, la participation donc à Vipassana n'est pas tarifée, ça fonctionne sur la base de donation. Voilà. Ça c'est très intéressant, c'est que Vipassana est véritablement accessible à tous. Donc on n'a plus l'argument de c'est trop cher, je peux pas, enfin d'avoir ces arguments en fait d'ordre matériel, puisque ça fonctionne sur le principe de la donation. Pourquoi ? Parce que, comme l'a expliqué Goenka, il s'était rendu compte que quand les gens payaient leur retraite, ils s'attendaient en fait à avoir une certaine forme de résultat et de confort, disons. Donc, il y avait des gens qui avaient des régimes alimentaires particuliers. Alors, je dis pas, il y a quand même une attention qui est portée au régime alimentaire. Le régime est un régime végétalien pendant Vipassana, mais s'il y a des gens qui ont des intolérances au lactose, au gluten, voilà, il y a un effort qui est fait, évidemment, pour que ces gens puissent faire la retraite dans des bonnes conditions. Mais ce dont s'était rendu compte Goenka, qui lui a amené Vipassana de Birmanie, dont il était originaire, jusqu'en Inde, c'est que en Inde, où il avait développé son premier centre, les gens qui venaient et qui payaient, voilà, s'attendaient à avoir un service. Et il voulait que les gens il voulait que les méditants soient en position de mendiant. Parce que c'était aussi très important pour l'humilité, tout simplement travailler sur l'humilité, d'être dans cette position de mendiant, c'est-à-dire de gratitude par rapport à ce qui nous est donné. Je trouve ça très intéressant. Et à la fois sur mon enseignement et aussi en gratitude par rapport à ce qui nous est donné, c'est-à-dire la vie. Oui, voilà. Je suppose que ça travaille la gratitude au sens large. Voilà, ça dépasse le contexte de la seule retraite. Et l'humilité aussi. Il ne s'agit pas d'être le mendiant de l'enseignant qui vient... Non, d'être mendiant dans notre forme d'être humain, en fait, de passage et en gratitude permanente pour ce qui nous est donné, sans être possesseur de rien. Voilà, puisqu'on est vraiment là. On emprunte, on est invité. Voilà, et tout est cadeau, en fait. Moi, j'ai eu la chance de te voir avant la retraite. Ouais. Quelques heures, quelques jours avant, et j'ai eu la chance de ne pas te retrouver après, mais de t'entendre, et je dois dire que j'étais très 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 surpris de la clarté qu'il y avait en toi, de ton centrage aussi, de la qualité de ta voix, parce que je suis sensible vraiment à ces fréquences, et je sentais que tu étais vraiment dans un apaisement et à la fois une force intérieure qui est très très surprenante, et donc ça m'a aussi donné l'élan et l'envie d'aller participer à ce type d'expérience. Et je te remercie en tout cas aujourd'hui de nous avoir partagé et témoigné cette richesse dans cette retraite que tu as pu faire. Oui, et juste pour terminer, ce retour en fait à la civilisation qui suit Vipassana est vraiment la façon, je trouve, la plus impressionnante, disons, de ressentir l'enseignement. Parce que tant qu'on est en méditation avec des personnes avec qui on parle pas, et dans ce contexte très simple, très facile en fait. On n'a pas le différentiel. On n'a pas le différentiel. Quand on commence à sortir, à retrouver ses proches, à retrouver... Waouh, c'est là c'est assez impressionnant de voir à quel point, si on a vraiment intégré l'enseignement, on est transformé dans le sens où il n'y a aucun effort mental à faire. Et c'est ça qui, moi, m'a le plus surpris, mais à la fois, j'étais surprise et en même temps, je sentais bien que c'était une logique, voilà, quelque chose qui s'était fait en moi, et que j'étais dans une observation constante. Et ça, c'est peut-être une des rares fois de ma vie où j'ai réussi à être dans cette observation de cet état, sans faire aucun effort. Et ça a duré quand même assez longtemps, hein. Les semaines qui ont suivi, cette capacité à être en joie au quotidien, dans l'observation de mon état de joie, sans effort. Voilà. Eh bien, merci Julie pour ton témoignage et ton partage autour de l'expérience Vipassana. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir écoutés.